Mais pour moi, la poésie est une fiction. Au fond, elle raconte une histoire, je dirais une histoire sans paysage. Oui, je considère que la poésie est une fiction, elle raconte une histoire, mais pas une histoire linéaire. Oui, parce qu'en poésie, on peut avoir une ligne et tu peux partir très loin dans la pensée, avec la pensée. Moi, à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire une revue. Donc une revue que j'ai appelée Le Nœud des Miroirs. Bon, ça c'était en 1976. Le Nœud des Miroirs, le nom vient d'un poème d'André Breton, dans le recueil Le revolver à cheveux blancs, et le titre exact, c'est Nœud des Miroirs. Il y avait un ami avec qui j'ai discuté, je lui ai demandé si ça l'intéressait, mais on a pu se mettre d'accord sur rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le premier numéro ? On a dit, bon, on va se partager l'espace. Et donc, on s'est partagé l'espace. Moi, j'ai publié de mes textes. Lui a écrit des textes pour publier dans ce numéro. Et ensuite, bon, j'ai continué tout seul. Et bon, ce que je voulais faire au départ, c'était faire des numéros un peu sur des thèmes, un peu comme des enquêtes. Donc sur écrire, sur lire. Mais bon, le problème qui se posait, c'est que j'ai jamais reçu assez de réponses pour que ça fasse l'objet d'un numéro. Donc finalement, la revue, c'est devenu l'édition de recueil. Après, j'ai abandonné la formule revue. Plutôt, j'ai abandonné le dépôt légal et donc j'ai arrêté. Mais entre-temps, comme je faisais, même si c'était un recueil que j'éditais sous la formule de la revue, je faisais 2 ou 3 numéros, petites publications que j'appelais numéros errants, donc qui venaient en supplément. Et la Bibliothèque nationale, qui a constaté qu'il y avait une régularité de ces numéros errants, a décidé de m'attribuer un nouveau ISSN où elle a donné le nom, le Nœud des Miroirs, numéro errant. Et là, elle a classé donc dans la catégorie livre. J'ai abandonné système la revue et je n'ai plus fait que des numéros errants. Mon projet initial au début c'était d'avoir une vieille presse avec des casses et de composer
et de faire des livres sur du beau papier. Mais bon, pour ça, il fallait avoir un lieu permanent, ce qui n'était pas le cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais la photocopie. Ce n'était pas... Quand je revois certains numéros, je vois que ce n'était vraiment pas satisfaisant. Et puis j'ai un temps donc arrêté toute publication. Pendant, je ne sais plus, peut-être 3 ans ou 4 ans. Et quand j'ai repris. Donc ça, quand j'ai repris, ça devait être fin des années 80. Et c'est au moment où on a pu avoir accès à un ordinateur. Je faisais tous les numéros, je les imprimais, je les façonnais. Ce qui m'a frappé d'emblée quand j'ai vu ce qu'il publiait, c'est la qualité matérielle de ce qu'il publie. Chaque exemplaire, je crois, il le réalise à la main. Il n'y a rien, il n'y a aucune procédure automatisée dans ce qu'il fait, à part l'imprimante elle-même, bien sûr. Mais tout le reste, il compose le livre, il le façonne, il le fabrique, il les fabrique un par un, à la main. Donc ça donne un résultat magnifique. Les livres sont très beaux. Ils sont cousus ou collés. Ils sont parfois même avec des pages volantes. Ça donne des objets à chaque fois singuliers. Chaque livre qu'on a en main, on a l'impression que c'est le seul dans sa catégorie, dans son genre. Et évidemment, je pense que le soin apporté à la publication, ça n'est pas simplement décoratif, c'est l'écrin dans lequel le bijou poétique trouve tout son sens, toute sa beauté, toute sa place. Donc le côté matériel du travail de Jean-Pierre est extrêmement important pour moi. Je suis toujours très ému quand je vois un de ses livres. Aussi, il m'arrive parfois de choisir le format de l'exemplaire en fonction du texte. Donc, c'est pas... j'essaye d'avoir un format standard qui va correspondre à plusieurs éditions de recueil, mais parfois ça déborde et j'estime que le texte nécessite plus d'espace, de mieux respirer. Bon, il y a très longtemps que j'ai abandonné d'essayer d'éditer ailleurs, ou même dans d'autres revues. Parce qu'aussi je trouvais que les revues où j'ai édité les textes n'étaient pas mis en valeur, ou n'étaient pas édités, c'est-à-dire ne reproduisaient pas l'original. Parce que moi, quand j'écris, si je fais un retour à la ligne, c'est que je veux qu'il y ait ce retour à la ligne. Et si je justifie, par exemple, à gauche, il faut que le texte soit justifié à gauche. Et souvent, je vois, par exemple, sur des sites, des poèmes qui peuvent être des poèmes de classiques comme Hugo, Lamartine, qui sont de quatrains.
Et sur beaucoup de sites, tout est centré. Et pour moi, ça ne correspond pas à ce qui a été écrit. Pour moi, la finalité, ou pas mais disons une des finalités d'écrire, c'est de mettre en livre. Je crois qu'il veut dire par là que le livre ou la poésie existe du moment où elle a des lecteurs, pas forcément des milliers. D'ailleurs, les miroirs tire à très peu d'exemplaires. Il envoie ses recueils ou les recueils qu'il publie de manière très ciblée à des gens qu'il choisit. Et je pense qu'il veut dire par là qu'une poésie sans lecteur, même s'il y en a 10, c'est une poésie qui n'existe pas. Tant qu'elle reste entre le poète et lui-même, elle n'existe pas. Il faut des destinataires. Bon, avant de commencer vraiment le nœud des miroirs, ce que je faisais avec les moyens du bord. Et il m'est arrivé même de faire des exemplaires uniques où je faisais un petit livre avec manuscrit, mais avec une mise en page. Et où je faisais aussi des dessins ou même des pastels. Et donc c'est ça, le fait qu'il fallait que l'écriture aboutisse à un livre. Donc c'est ça qui m'a incité à faire des livres. Parce que moi je me dis fabricant de livres, comme parfois je suis fabricant de collages. En fait, c'est toujours être dans le faire. Oui, non, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de coupure entre l'âme et le corps, pour reprendre une vieille dichotomie judéo-chrétienne. Chez lui, il y a une pratique concrète, aussi bien dans la fabrication du livre que dans la fabrication du texte, au sens de l'écriture. Je pense qu'il conçoit vraiment l'écriture comme un artisanat, comme une activité qui englobe, qui implique l'esprit autant que le corps. C'est physique. D'ailleurs, ces textes parlent énormément de questions liées au corps, liées à l'os, liées à la racine, liées au concret, liées à des problématiques de terre, d'air, d'arbres, des choses très matérielles. Et on trouve ça dans son écriture et dans sa pratique d'écriture. Je pense que c'est pas du tout une activité purement cérébrale, et que le fait de fabriquer des livres, c'est la suite logique de la manière dont il conçoit et dont il pratique l'écriture elle-même. Donc moi, ce que je préfère et ce que je fais, c'est que j'édite 124 exemplaires, et puis après, selon ou la demande, ou moi, si je dois diffuser ou donner d'autres exemplaires, de faire au fur et à mesure d'autres tirages. Alors en général, je fais à un moment donné 30 exemplaires de plus, et ça peut arriver que je fasse ça 3, 4 fois pour le même recueil. Merci. Je fais la maquette, maintenant je fais la maquette avec InDesign.
Donc impression qui se fait sur une imprimante jet d'encre. Et je fais d'abord les rectos et ensuite les versos. Donc je fais à peu près 5 exemplaires à la fois pour éviter que s'il y a un problème, plusieurs pages qui vont passer ensemble et créer un décalage, ça va provoquer une perte. Donc comme j'imprime avec une imprimante jet d'encre, je suis obligé de mettre un temps de séchage plus long pour pas qu'il y ait de traces. Sinon, la feuille qui arrive balaye la précédente et laisse des traces. J'imprime d'abord le cahier et après la couverture. Bon, je viens d'imprimer, maintenant je procède au pliage. Bon, c'est fastidieux, long. Donc pour le pliage, je plie les feuilles bord à bord. Je n'ai aucun repère. Et il m'arrive de plier feuille à feuille. Donc là, j'ai imprimé des exemplaires et je les ai réunis en paquet de 10 exemplaires. Donc après avoir fini le pliage des cahiers, j'intègre des feuilles blanches en début de cahier qui vont servir à tenir chaque cahier dans sa couverture. Bon, je vais procéder au perçage pour pouvoir ensuite coudre les exemplaires. Alors j'ai déjà fait préparer un gabarit avec mes repères de perçage. Alors la feuille, je la mets au milieu du cahier, j'ai un pointeau, je perce à chaque repère. Alors mon mode de fabrication limite le tirage. Bon, maintenant l'étape suivante, c'est de coudre chaque cahier. Bon, là j'ai un reste d'aiguillet, donc je vais l'utiliser. Donc je commence toujours par l'extérieur et par le trou du milieu. J'ai 3 trous. Donc parfois c'est assez difficile parce que le fil arrive à s'embrouiller. Alors normalement je fais 2 passes. Là, il me faut préparer une aiguillée. Normalement, je prépare pour 3 exemplaires. Parce que plus, ça ferait une longueur de fil ingéniable.
Bon, maintenant, je vais effectuer le traçage des couvertures pour après réaliser le pliage. Donc là, j'ai fait sur le verso des repères. Donc ces repères ici, c'est pour le dos du livret. Et puis là, c'est pour plier le rabat. J'utilise une règle et un petit tournevis cruciforme pour faire l'empreinte. Et je trace pour faire une empreinte et donc faciliter le pliage. Alors je tourne ma couverture pour que le pliage, le traçage soit, si possible, vers l'extérieur de mes repères. Donc, la première chose pour la couverture, je plie. Je commence par le dos. Après, je fais un rabat, puis l'autre. Et je finis la deuxième partie du dos à l'envers. Je retourne et j'équilibre. Donc là, je vais massicoter de façon à ce qu'il n'y ait plus de débord, qu'il y ait une coupe nette comme là, voilà. Mais avant, je règle mon massicot à la bonne mesure. Bon, voilà, là maintenant j'ai une coupe bien franche. Donc c'est net. Donc voilà le cahier achevé, cousu et massicoté que je vais insérer dans la couverture. Alors le premier feuillet, je le glisse dans le rabat. Puis le deuxième. Bon, maintenant, l'exemplaire est achevé. Je numérote chaque exemplaire, en commençant par le numéro 1. Donc après, quand les exemplaires sont prêts, on peut dire c'est la diffusion. Et la diffusion est un peu aléatoire, il y a toujours les mêmes personnes à qui j'envoie des exemplaires.
qui sont soit d'autres auteurs, soit des personnes qui ont fait un jour une demande. Donc ça c'est un exemplaire d'un poème de Christophe Milewski avec des collages. Donc ça date de 2013. C'est-à-dire, moi j'ai fait des collages et il a écrit les textes à partir de ces collages. Alors certains collages à l'origine sont en couleur, et d'autres sont noirs et blancs. Jean-Pierre, je crois, met vraiment une sorte de point d'honneur à rester en dehors des circuits commerciaux. Je crois qu'il fait vraiment exprès, y compris pour ce qu'il fait lui-même d'ailleurs. À ma connaissance, il ne demande absolument jamais de participation financière aux auteurs qu'il publie. Absolument jamais. L'une des miroirs, donc qui était en fait un recueil. Donc ça c'est les exemplaires de tête avec des collages originaux. Pour l'essentiel c'est que des chutes redécoupées de photos. Donc là, l'impression était réalisée à partir d'une machine à marguerite. Quand je me relis, que je vois, que j'appartiens, malgré moi, que je suis dans un certain cadre ou certaines mouvances. Mais c'est pas un choix que j'ai fait. De toute façon, je sais pas vraiment si on peut dire qu'il existe, par exemple, une écriture surréaliste. Parce qu'on catalogue certains poètes surréalistes et qui sont dans leur expression très différents. Donc, à quel moment, disons, on est orthodoxe? Mais c'est vrai que c'est pas une préoccupation pour moi d'appartenir à un groupe. Il a donc une poésie qui métabolise toutes ses lectures. Un écrivain écrit toujours avec ce qu'il a lu, évidemment, quelle que soit l'originalité de sa propre parole. Il a emmagasiné, il a fréquenté des auteurs très divers. Et le classer, aujourd'hui, c'est difficile parce que quels sont les courants de la poésie contemporaine, on ne sait pas trop. En général, soit il y a des courants qui se créent avec des manifestes, comme le surréalisme, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Et qui font qu'il est une sorte d'école à lui tout seul. Il est un poète sans imitateur, sans équivalent. Pour moi, il est incomparable dans tous les sens du terme. Je trouve que c'est un très très grand poète. Et je crois que l'écriture, mais peut-être toute forme d'art, ramène à soi. Alors est-ce qu'on peut dire à l'expression de soi?
Ça. Et puis, bon, que ce soit tôt ou tard, on utilise des outils, des matériaux, et on essaye de les assembler pour en faire un objet. Moi, les poèmes, je dis, c'est des objets de langue et quelque chose qui tienne. Moi, écrire, ça serait de pouvoir produire un objet de langue, mais qui serait aussi concret, matériel qu'une table. Et donc au fond qu'on pourrait voir que ça ne passerait pas par la lecture. En fait, non, l'objet n'existe pas en tant que tel, s'il n'est pas pensé. Le témoignage, l'indice de l'effet que me fait la poésie de Jean-Pierre, c'est qu'à plusieurs reprises, et dès la première fois que je l'ai lu, quand il m'a offert une histoire incomplète, j'ai lu ce recueil, et j'ai ensuite, le jour même, le jour où je l'ai lu, c'est pas un recueil très long, il y a peut-être une quinzaine de textes, relativement courts, j'ai passé ma journée, toute ma journée, 14 heures, à composer des musiques sur ce recueil. Et c'est assez mystérieux, les musiques me venaient, j'ai envie de dire, assez naturellement, comme émanant de la poésie elle-même. D'ailleurs, Jean-Pierre m'a dit une chose très gentille, il m'a dit qu'il n'arrivait plus à lire ses textes sans entendre mes musiques. C'est très fréquent que la poésie de Jean-Pierre m'appelle à la composition musicale, à la mise en voix. J'ai envie de les dire à voix haute, j'ai envie de me les incorporer physiquement, de les prendre dans mon corps, de les comprendre au sens propre du terme, de les prendre avec moi. Et ça s'est traduit comme ça à plusieurs reprises. Je passe cette torche qu'on éteint. Avec l'ambre des rêves, je te touche au fond de mes bras et au bout du coude que fait la rivière dans la nuit. Et le puits enjambe la fenêtre et se couvre d'elle car les nuits sont fraîches. Et tu enjambes la fenêtre couverte de flammes fraîches. Te voici venir, élan de promesses sur les lèvres, des mots. Amour qui passe la porte, amour qui passe le cœur. Projection des pas sur les planches d'un pont, semblance des forges embrasées, comme une sirène qui aurait couché à la belle étoile sur la clarté lunaire. Élan de couleur, élan, ton regard brûle chaque parole, tes yeux trouent les oiseaux du sommeil, beau raisin de l'oubli. Grappe du fond du puits sur mes mains de ramier blanc. Tu es la parole, la chute de lumière, elle détirée au saignement de On a l'impression qu'il a taillé dans un bloc qui pourrait être beaucoup, beaucoup plus long. Il y a des poèmes, peut-être tous, qui pourraient très bien devenir des nouvelles, des récits beaucoup plus longs, dont il aurait gardé que l'ossature, justement, ou que les écailles ou les copeaux. Hein, je le vois, moi, comme un charpentier travaillant sur une pièce de bois et élagant, rabotant, limant. Donc effectivement, il y a des versions successives de certains textes qui se raccourcissent et qui vont à l'os, quoi. Vraiment, moi j'ai cette image toujours du squelette et de l'os
dans le travail de Jean-Pierre. Un sculpteur sur matière. Il sculpte une matière poétique. Alors la rencontre avec le miroir s'est faite d'abord par la rencontre avec Jean-Pierre Pouzol, qui est toujours le mari de Taffy Martin, qui était ma collègue, prof de littérature américaine à l'université de Nancy 2, où j'étais à l'époque maître de conférence en études italiennes. Et elle m'avait invité à participer à un séminaire de recherche qu'elle animait sur la poésie. La poésie, tout pays confondu. Et donc elle m'avait demandé de faire un topo sur un poète italien sur lequel j'avais fait ma thèse, qui s'appelle Dino Campana, et que j'étais en train de traduire pour un éditeur. C'était à la fin des années 90. Et Jean-Pierre Pouzol était là. Et à la fin, donc on ne se connaissait pas, à la fin il est venu me voir et il m'a posé des questions très très averties sur ma traduction. Il connaissait ce poète, il connaissait Nino Campana, ce qui m'a déjà étonné, parce que en France il n'était pas extrêmement connu. Et il connaissait bien. Il m'a posé des questions extrêmement précises et attentives sur ma traduction. Et il m'a demandé, à la fin de ce premier entretien, si j'écrivais moi-même de la poésie. Question à laquelle j'ai répondu par un mensonge, sans très bien savoir pourquoi, je lui ai répondu non. Et ensuite, évidemment, j'ai gambergé et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai menti à ce monsieur ? Pourquoi ne lui ai-je pas dit la vérité ? Je me suis rendu compte que j'écrivais depuis longtemps, sans jamais montrer quoi que ce soit à personne, ou quasiment à personne. Et je l'ai revu quelques temps plus tard et je lui ai dit, je voulais vous dire que j'ai menti, en fait j'écris. Et il m'a dit, oui, je le savais, j'ai compris d'après votre traduction que c'était une traduction de poète ou de quelqu'un qui écrit de la poésie, qui a une fréquentation de la poésie par la pratique. Et ensuite, il m'a demandé, montrez-moi ce que vous faites. Donc je lui ai donné des textes. J'avais déjà en fait préparé 3 recueils que je n'avais jamais soumis à aucun éditeur. Il a laissé passer au moins 1 an, et au bout d'1 an, on s'est revus, et il m'a dit c'est intéressant, je voudrais le publier. Et c'est comme ça que je suis entré au Nœud des Miroirs à la fin des années 90, mais entre-temps, j'avais vu aussi ce que Jean-Pierre publiait par ailleurs, d'autres textes qu'il avait publiés, et notamment des textes de lui, qui m'ont d'emblée fait un effet extrêmement fort. Poèmes obliques, écartés ou bien égarés. Je suis ainsi fait que surgit en moi un monde d'images. Protection dérisoire contre l'intolérable ou voix ouverte, salve sans cesse renouvelée, lumière inexpugnable, quand le rossignol chante sous l'écorce dans la fragilité du lieu. Par les mots, je tente de dire une souffrance et une douleur non situées, d'où je ne sais venues, mais bien réelles. Elles occupent un cercle qui n'est nulle part, et pourtant je peux affirmer qu'il existe, dedans et dehors. Je le sens qui bouge et qui grandit. Et puis, je me souviens de l'air crayeux, un matin d'hiver, où je devais faire un feu de mes commencements.